comment on arrive à faire x4 sur le chiffre grâce à une méthodologie et grâce à l'IA. Et quasiment 100% du trafic provient du SEO. Faut pas rater, quoi. Parce que si tu rates, tu coules les coms, quoi. On a fait beaucoup de ce qu'on appelle le content pruning, c'est la suppression d'articles obsolètes. On était prêt à prendre le risque de rater le 4e trimestre pour lancer cette migration. On a réalisé de très belles performances, ça a été un pari gagnant puisqu'on a multiplié par 2 notre chiffre d'affaires. Du coup, Claude Code arrive, miracle. On va dire. Les sauveurs. Moi, je développais, Arthur et recettait, et en fait, en 4 jours, le RP était sorti. Mais notre objectif, par contre, c'est d'utiliser cette méthode qu'on a mis en place pour justement conserver notre petite équipe, mais avoir une équipe plus engagée et surtout beaucoup plus assistée par l'IA. L'e-Com Day est sponsorisé par Reversia et j'ai le plaisir d'avoir son fondateur. Salut Anatole. Salut Greg. Est-ce que tu peux nous pitcher ta solution ? Carrément. Écoute, Reversia, c'est simple. C'est une solution qui va te permettre de traduire ton e-commerce dans plus de 110 langues de manière automatique. Donc, on va aller récupérer l'intégralité de ta boutique et on va aller la traduire avec Claude automatiquement pour toi. Donc, ça veut dire que dès que tu vas créer un contenu ou modifier un contenu, on va le détecter et le traduire dans la foulée. Tu vas pouvoir appliquer des règles glossaires, donc des prompts pour donner des consignes à l'IA pour lui dire je veux que tu traduises de telle manière, je veux que tu améliores de telle manière, etc. Et aussi, par exemple, décider de ne pas traduire certains contenus. Tu vas pouvoir piloter l'intégralité de ta traduction en quelques clics. Merci encore de sponsoriser l'e-Com Day et on envoie la suite de la vidéo. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors après un début qui était compliqué messieurs, avec plein de problèmes techniques, plein de problèmes de son, on a vu dans le chat qu'il y avait beaucoup de personnes qui réclamaient enfin le retour de cette vidéo. Donc là je suis en train de tout checker, le son est bon, j'attends que mes collègues nous disent si c'est bon dans le chat. Mais de ce que je vois, cette fois-ci on est pas mal. Merci de rejouer cette conférence. C'est toujours du live. Au moins, on aura la version bien enregistrée qui sera qualitative. Merci d'avoir interchangé. On remerciera la personne suivante aussi qui a bien voulu décaler. C'est bien sympa. On y va ? Go. On y va. Allez, super. Alors, je vais passer sur la présentation parce que maintenant, on est super fort. Tout fonctionne direct. Allez-y, messieurs. On se représente ? Allez, Je pense que c'est nécessaire. Allez, Ok. on se représente. Donc bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour. Donc moi c'est Arthur Noradian, je suis un des associés de l'Atelier du Diamant, une maison de joaillerie qui a été fondée par mes parents il y a un peu plus de 20 ans. Et on fabrique nos propres bijoux en or 18 carats et diamants dans notre atelier et on les distribue via 4 boutiques physiques qu'on a en propre et qu'on gère avec l'aide d'une 30aine de personnes et également un site e-commerce que je gère actuellement tout seul. Ok, cool. Moi, de mon côté, Joanny Tenin, consultant SEO, automatisation IA, un peu plus de 10 ans du coup dans l'automatisation et les SEO et aussi plus de 10 ans avec de collab avec Arthur depuis 2016-2017. Donc quasiment 10 ans que j'accompagne Arthur sur toute la partie SEO, e-commerce, et puis on va dire transition un peu Digital. Pas forcément digital, mais voilà, tout ça. Et parce qu'on parle de transition, c'est quoi le sujet de la conférence aujourd'hui ? L'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer comment on arrive à scaler un site qui était de base fait sur un WooCommerce à 100 grosses équipes, comme disait Arthur, tout seul. Voilà, tout seul avec quelques freelances aussi, mais voilà, 100 grosses équipes et comment on arrive à faire x4 sur le chiffre grâce à une méthodologie et grâce à l'IA. Ok, let's go. Donc comme disait Joanny, on a lancé le site e-commerce Atelier du Diamant en 2017. On l'a créé au départ sans énormément de budget et sans de grandes ambitions, parce qu'on avait 2 visions qui s'opposaient dans l'entreprise. On avait mes parents qui ne croyaient pas au e-commerce et encore moins à la joaillerie en ligne, et nous qui souhaitions développer l'e-commerce pour l'Atelier du Diamant. On a donc créé le site nous-mêmes sur WooCommerce sur WordPress avec l'extension WooCommerce, et on a continué comme ça pendant plusieurs années, et on a utilisé comme seul et unique canal d'acquisition le SEO, qui était très peu coûteux. D'accord, ok. On a tenté une première refonte en janvier 2022 qui a pas eu énormément d'impact. De WooCommerce à WooCommerce, juste un changement de design. Juste une refonte, ouais. Ok. Sauf que novembre 2024, grosse mise à jour Google qui a fait quand même que notre trafic était uniquement lié, du coup, comme disait Arthur, au SEO. On avait une UX qui était en vrai pas top. On n'avait pas tout ce qui était filtre à facettes, catégorie, enfin bref, la base du e-commerce.
parce que c'était trop compliqué avec du commerce. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas géré pour ça. Et en fait, on s'est posé, on s'est dit, en fait, on va tout refaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester sur WooCommerce, donc migration oblige et Shopify. Mai 2025, on se dit, on enclenche le process de refonte Shopify pour une sortie septembre. Qu'est-ce qui, je te prends 3 minutes de la conférence. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui a motivé Shopify plus qu'une autre solution? Pour moi, Shopify, c'est un peu ce que je te disais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vu que c'est e-commerce, je suis persuadé que Google aime l'e-commerce. J'ai eu pas mal de retours d'expérience qui me disaient de passer à du Shopify, whitelist, l'IP étant whitelisté, on a un boost. Je pense que le checkout, il est optimisé pour les internautes et du coup, les internautes ont une meilleure conversion. Et puis, en fait, il y avait aussi une notion il fallait gérer depuis le téléphone. Mine de rien, il y a une application qui est simple, c'est quand même, quand tu es une petite équipe, tu es obligé d'être agile là-dessus. C'était un outil complet. Et puis après, on a connaissé Adonis de toi, on avait des bons retours, donc on s'est dit go, quoi. Ok, Adonis, si tu nous regardes, c'est Adonis de chez PrestaRocket. Donc c'est Adonis qui a fait la migration chez vous. C'est ça, ouais. Ok. En fait, on est parti aussi d'un gros diagnostic, donc comme on disait, beaucoup SEO. Et en fait, c'est 80% de notre trafic, il était issu du blog. Donc pour un e-com, c'est pas logique. C'est-à-dire que la majorité du trafic était issu du blog. On n'avait que 2 top pages catégories dans le top 10, donc avec des contenus vieux qui dataient de plus de 10 ans. Donc en fait, c'est pour ça que ça convertissait pas. On avait essayé aussi quelques publicités en retargeting et qui, comme Johnny le disait, convertissaient pas du tout. On n'avait aucune rentabilité là-dessus. Ouais. On était sur des contenus vraiment evergreen, pas intéressants d'un point de vue e-com. Utilisateur e-com. Ouais. Plusieurs pages se cannibalisaient. Donc la cannibalisation, c'est quand on crée plusieurs catégories sur le même mot-clé. Et ça, c'était une grosse problématique parce que du coup, tout le monde un peu... il y avait eu tellement de personnes qui ont mis les mains dans le WooCommerce, etc., qui ont créé des catégories sans réelle stratégie. En fait, on avait beaucoup de cannibalisation. Et donc ça, d'un point de vue SEO, c'est la pire chose à faire. On avait un site de tête, je crois que c'était 10 secondes de temps de chargement. Donc l'UX, elle était dégradée au max. Donc impact direct aussi sur le référencement naturel. Et le dernier constat, c'est qu'on travaillait le SEO depuis de nombreuses années, donc on avait énormément d'articles et on n'avait jamais révisé le contenu de ces articles-là. Et donc une partie d'entre eux était plus cohérent avec notre offre commerciale et donc on avait un taux de rebond assez élevé sur tous ces articles de blog. Ok. Là, gros warning, où on s'est dit, la migration, en fait, c'est 100% du trafic, quasiment 100%, il y a un petit peu de brand, mais quasiment 100% du trafic provient du SEO. C'est-à-dire, faut pas rater, quoi. Parce que si tu rates, tu coules les e-com, quoi. C'est aussi pour ça que tu nous avais aussi aiguillé un peu sur de nombreux conseils, faire attention, etc. Donc, ça nécessite une méthodologie quand même qui est assez stricte, avec de l'IA, mais aussi avec beaucoup d'IA et beaucoup d'humains. Première chose, c'est comment on fait une recherche de mots-clés. Donc, on a repris toute l'offre commerciale. On s'est dit, OK, quels sont les produits, quelles sont les catégories. On a regardé ce qu'ont fait les concurrents. On a repris des choses qui ont été faites chez les concurrents. On a amélioré. Et on s'est dit, ça, on se pose 2 jours. On refait une arbo propre, offre commerciale avec Arthur et offre vision SEO de mon côté. On a tout mis dans l'IA. Ça nous a restructuré, recatégorisé, refait notre maillage interne correctement. On a fait beaucoup de ce qu'on appelle le content pruning, c'est la suppression d'articles obsolètes, parce qu'on avait, peut-être 300-400 articles qui dataient d'une dizaine d'années, donc on a tout supprimé, on s'est dit quels sont ceux qu'on garde, on s'est dit OK, on est prêt à perdre le trafic SEO du blog, parce que dans tous les cas, il n'est pas qualitatif. OK. Mise en place d'un plan de redirection 301. Donc ça, c'était la base, c'est de se dire, OK, quelles sont les top pages qu'on redirige? On les fait manuellement, mais après, toute la partie redirection de produits, c'est comment on utilise l'IA pour faire mapper tous les nouveaux produits, etc. Et comme on disait tout à l'heure aussi, c'est un petit peu de médias via partenaire de netlinking on se dit, on achète quelques gros médias lors de la mise en prod pour se dire un petit peu de RP, même s'il n'y a pas un gros budget là-dessus, mais on essaye d'acheter quelques liens pour maximiser, on va dire,
la mise en prod. Quelle a été ta stratégie pour le netlinking? T'as porté vers des catégories, t'as porté vers des produits, t'as porté vers quoi? Que du lien, homepage, gros média homepage, branding, atelier diamant, plus voilà. Non, que du brand là-dessus pour se dire... renforcer la marque. Renforcer la marque, ouais, pour pas perdre là-dessus. Du coup, le process de création de contenu, alors tout a été créé avec l'IA. Donc en fait, le process c'était assez simple. Une arbo, une catégorie, une page, une intention. Donc, on utilise Your Text Guru qui, selon moi, est un des meilleurs outils aujourd'hui du marché qui permet de créer des contenus et des plans de rédaction presque parfaits, j'allais dire, pour l'e-com. Enfin, pour tout, mais notamment pour l'e-com, qu'on a du coup jumelé avec une Brain Voice, donc la ligne éditoriale d'Atelier Diamant, et à l'aide de l'outil N8N, qui est un outil d'automatisation qui va permettre en fait de générer toutes nos fiches catégories. Je crois qu'on avait 200 ou 300 catégories, j'ai plus exactement en tête, mais tout a été généré du coup via l'IA et avec une intégration directement du coup dans Shopify. Techniquement, l'idée c'est de vous montrer un peu le process. Donc ça c'est une étape du workflow N8N. On utilisait Airtable pour quand même avoir une relecture humaine derrière sur les catégories parce qu'on voulait pas intégrer nativement. Donc on avait une étape entre la rédaction et l'intégration avec un statut de validé ou à retraiter. Et du coup, en fait, pour chacun des mots-clés, on allait récupérer le brief, dire à l'IA, donc on était ChatGPT à l'époque, peut-être que sûrement maintenant Claude doit être meilleur, mais c'était du coup il y a quasiment un an maintenant. Donc voilà, et derrière, en fait, on a bouclé et je pense qu'en 2 heures, on a généré 300 fiches catégories. Il y avait très peu de catégories à reprendre, quoi. Ok. Du coup, mise en prod 10 novembre 2025, mise en prod du nouveau site. Alors, c'était pas très stratégique de lancer une mise en prod en novembre 2025, étant donné que on est au 4e trimestre, c'est la période la plus importante pour nous, commercialement parlant. On réalise environ 30% de notre chiffre d'affaires sur cette période-là. Mais on a été face à un dilemme, puisque la migration était prévue initialement en septembre. On a pris quelques semaines de retard. Et c'est vrai que des personnes comme toi, comme Joanie ou comme Adonis nous ont conseillé de reporter la migration à janvier 2026. Mais le site présentait de plus en plus de bugs. On n'arrivait toujours pas à connecter les nouveaux canaux d'acquisition. Ça faisait des nouveaux bugs. Tu étais prêt à rater ton Noël. Ouais, on était prêt à prendre le risque de rater le 4e trimestre et pour lancer cette migration. Ok. Et du coup, on a réalisé de très belles performances. Ça a été un pari gagnant, puisqu'on a multiplié par 2 notre chiffre d'affaires sur la même période par rapport à 2024. On a aussi eu des belles performances en SEO, on a repris des belles positions et le trafic n'a pas évolué. On n'a pas eu de grosses chutes de trafic, donc finalement on peut en partie attribuer cette belle performance aussi par toute l'expérience utilisateur qu'on avait repris sur le site. Quand tu dis il n'y a pas eu de perte de trafic, est-ce que c'est la perte de trafic une année sur l'autre ou est-ce que tu regardes de manière sur la période comparée à la période de la migration? Sur la période par rapport à l'année précédente. Ok. Et est-ce que post-migration, il y a eu un petit décroché ou ça s'est pas tellement senti J'ai pas l'impression. Je pense que en fait, on a eu du gain sur les. Je pense que c'est compensé. On a eu de la perte sur les articles parce qu'on avait les articles, on les a supprimés. Mais par contre, on a eu une vraie hausse sur les pages catégories. Aujourd'hui, la majorité de nos pages sont les pages catégories. Donc l'un dans l'autre, ça a switché en fait. C'est l'édito qui a perdu, mais le transactionnel qui a pris la paternité, quoi. Enfin, la logique. Et je pense que c'est dû à Shopify. Pour moi, je suis quasiment certain que Shopify a créé un gros boost d'un point de vue SEO par rapport à ça. Oui, je pense qu'il y a un trust sur les IP. Ça passe par Cloudflare et compagnie. Il doit y avoir un petit. Ouais, je sais pas ce qu'en pensent les e-commerçants dans le chat, mais j'aimais cette hypothèse. Sur le premier trimestre 2026, on a continué ces belles performances. Comme le disait Joanie, du coup, la migration a été bien acceptée par Google et on a repris des belles positions sur des mots-clés stratégiques qu'on travaillait déjà et on a aussi pris des nouvelles positions sur des nouveaux mots-clés. On a pu commencer à mettre en place assez timidement des publicités, des ads, Google Ads et Meta Ads. On a aussi recommencé du retargeting qui, pour le coup, là, était beaucoup plus rentable pour nous, vu qu'on reciblait des personnes, des visiteurs. Des intentionnistes. Voilà, exactement. Donc tout ça nous a permis d'augmenter notre taux de conversion. On est passé de 0,5 à 1%. On a aussi augmenté notre panier moyen de plus de 30%. Et on a réduit le taux de rebond sur tous les articles de blog et sur le site en général. Panier moyen, tu avais fait des modifications de prix quand tu as modifié les fiches ou tu avais laissé...
Non, en fait, on a, comme on le disait, revu toute l'expérience utilisateur. On a aussi beaucoup mieux mis en valeur les bijoux. On a retravaillé les visuels, on avait des nouveaux visuels. Donc, au final, on avait un site beaucoup plus qualitatif qui mettait bien en valeur les bijoux. Et je pense que ça a aussi permis d'offrir une expérience plus qualitative et donc d'augmenter ce panier moyen. Ok. En termes de chiffres, au 4e trimestre 2024, on réalisait 90 000 € de chiffre d'affaires pour 25 000 de trafic SEO. Sur le Q4 2025, donc suite à la migration, on avait, comme on disait, le même nombre de trafic SEO. Par contre, on a fait 190 000 € de chiffre d'affaires. Et sur ce premier trimestre 2026, on a eu un peu plus de trafic SEO. On est monté à 35 000 et on a réalisé 250 000 € de chiffre d'affaires. Et ces belles performances continuent. On est toujours en croissance sur ce deuxième trimestre 2026. Où là, pour le coup, par contre, c'est aussi dû au fait qu'on a investi plus massivement en ads. On a augmenté les budgets. D'accord, ok. Toujours Meta et Google. Ouais, uniquement Meta et juste, Google. On fait une petite aparté. Il y en a un des deux qui transforme mieux ou marche mieux chez toi? Meta. Meta. Google, on a un peu de mal à... On arrive à être rentable, mais on a un peu de mal à dépenser beaucoup de budget et garder cette rentabilité. Ah ouais. Et sur Meta, par contre, on arrive à être bien. J'aurais pas parié là-dessus. Ah ouais? Ouais. Ok, cool. Mais forcément, une croissance, ça crée de nouveaux problèmes, notamment sur la partie suivi de prod opérationnel et un SAV du coup qui va s'assurer. Donc, concernant la gestion des commandes, le suivi de production, on avait en fait il y a quelques mois un process 100% manuel. On gérait les commandes à la main via un fichier Excel assez simpliste. Et alors nous, le souci qu'on a, c'est qu'on fabrique tous nos bijoux. Donc, fabriquer un bijou, ça nécessite environ 15 jours de fabrication et il y a 8 étapes de fabrication au minimum. Et à chaque étape ou à la majorité des étapes de fabrication, on doit intervenir sur le fichier Excel à la main. Et donc, c'est assez chronophage et ça nous prenait beaucoup de temps, environ 1h30 de temps de gestion uniquement par commande. Ce process, il concernait 3 personnes. Il y avait Julie qui m'assiste à la gestion des commandes, moi-même, et Laureline, notre bijoutière, qui est à la production. Et concrètement, ce process, c'est on a une commande sur Shopify, on copiait-collait l'ensemble des informations de la commande sur notre fichier Excel, on imprimait un ordre de fabrication qu'on joignait avec le bijou, et ensuite le bijou partait à l'étage en fabrication à l'atelier pendant 15 jours et était expédié au client. Les 2 points de friction qu'on a rencontrés lorsqu'on a eu une hausse du volume des commandes, c'est que déjà on réalisait de plus en plus d'erreurs lors des copier-coller en fait des informations de la commande entre l'étape 1 et l'étape 2. Et aussi on avait un problème, c'est qu'une fois que le bijou partait en fabrication à l'atelier, on n'avait aucune possibilité de connaître l'état d'avancement de la fabrication. Et donc les clients, en 15 jours, ils nous contactaient 1 à 2 fois pour prendre des nouvelles de la commande, pour savoir à peu près quand ils allaient être livrés. Et donc, une nouvelle fois, on rencontrait des problèmes là à informer précisément le client. On perdait beaucoup de temps à aller voir le bijou, l'état d'avancement de la commande, etc. Ok. Donc là, voilà, c'est un exemple du fichier Excel qu'on utilisait. C'est simple, quoi. Et donc, toutes ces erreurs manuelles qu'on faisait au départ, ça entraînait des erreurs sur la couleur du bijou, par exemple, sur la taille, on avait des oublis de gravure, etc. On a donc augmenté notre taux de retour de 5 à 15%. On a créé pas mal d'insatisfaction client sur les clients qui étaient concernés. Et on a aussi impacté un peu notre image de marque. Et on a bouché encore plus, au final, on avait plus d'entrées SAV dans les points de contact, donc ça bouchait encore plus notre service client. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Un ERP classique, trop cher. Un SaaS existant, il n'y a rien qui est calqué sur le process d'Atelier Diamant. On a essayé de passer par des outils Airtable, des no-code, du bidouillage, du N8N, mais en fait, on perdait... Enfin, ça allait pas. Ça allait pas. Du coup, Claude Code arrive... Miracle, on va dire. Les sauveurs. Les sauveurs, ouais. Et du coup, on s'est dit, opportunité, quoi. Comment on va réussir à construire? Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un asset de tech, de dev. Donc, c'est aussi pour ça que on a pu construire un outil, du coup, qui est 100% ajusté au process manuel qu'Arthur avait en fait. Comment on l'a construit? Assez simple. 1 semaine de cahier des charges. On s'est posé 1 semaine à se dire comment on prend tout le besoin métier. Où Arthur, il décrivait, moi je posais les bonnes questions, à dire attention là et si, pourquoi on fait pas comme ça, etc. En gros,
comment on arrive à faire un bon cahier des charges qui soit conséquent. Ce cahier des charges, je crois, il y a plus de 70-80 pages, qui était énorme, qu'on a divisé en plusieurs phases. Ensuite, une petite semaine de dev. On est parti 4 jours. On s'est enfermé 8h, 1h du matin à Claude coder. Et on s'est dit, comment on développe le truc, quoi. Moi, je développais, Arthur, il recettait et on faisait des sprints comme ça et ça a duré, en 4 jours. En fait, en 4 jours, le RP était sorti. Juste pour la curiosité, comme vous avez fait une semaine de brief, vous avez filé un brief entier et vous l'avez laissé faire, ou vous avez fait brique par brique? Non, on avait, je crois, 17 phases, 12 ou 17 phases, j'ai plus en tête, mais en 17 phases. Et en fait, chacune des phases était divisée en 10 phases peut-être. Et du coup, c'est pour ça, je codais la première phase, Arthur, il recettait. En parallèle, je codais la deuxième, je faisais pour coder la deuxième, on recettait. Et il y avait toute une partie de jonglage. Donc, on avait une bonne méthodologie pour le coup. Et du coup, en fait, après, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'erreurs qui étaient humaines. En fait, tu as passé beaucoup de temps à optimiser l'humain. À utiliser l'humain, c'est-à-dire des erreurs qui ont été faites au cahier des charges ou les erreurs... Les oublis. Ah oui, d'accord. Donc, du cahier des charges, utilisateurs. Et aussi les erreurs qu'on faisait sans s'en rendre compte. On verra après, oui. Et du coup, juste pour savoir que Arthur, donc, toi, tu n'as pas la vision tech et moi, j'ai pas, mais tu as la vision métier qui est parfaite. Et moi, j'ai pas la vision métier, mais j'arrive à transmettre le métier en tech. Et je pense que le duo allait bien du coup comme ça. Vous avez dormi, moi? Au moins pendant pas beaucoup. Les derniers soirs, les derniers soirs, à 1h du matin, on disait, il faut qu'on finisse là parce que demain, on rendait l'Airbnb à midi. Et il fallait qu'on livre. C'était la passion, on va dire. Donc, voilà. Donc, comme l'a dit Joanie, l'objectif, c'était vraiment d'établir un lien entre, du coup, l'atelier et le site e-commerce. Donc, on a développé énormément de fonctionnalités. Pour les principales, on avait donc le suivi en temps réel de l'état de fabrication d'un bijou pour pouvoir informer le client beaucoup plus facilement. On avait aussi une vision centralisée des commandes avec toutes les commandes qui arrivaient automatiquement sur le RP. Dès qu'on a une commande sur le Shopify, elle se crée automatiquement sur le RP. On voulait aussi ajouter une brique SAV parce qu'on vend de plus en plus, c'est bien, mais on a aussi de plus en plus de retours, des tailles, notamment sur les bagues, où il faut réviser les tailles. Donc ça, on a aussi intégré une brique dans le RP pour qu'on puisse générer automatiquement des bordereaux SAV et qu'à l'atelier, ça soit beaucoup plus lisible pour nous. Tu as mis en place un petit guide détail pour aider le client à choisir? Oui, on a un guide détail, on envoie aussi des baguiers. Le client peut commander directement sur le site en précisant je ne connais pas ma taille. Et du coup, nous, on lui envoie un baguier. Après, il peut mesurer à son tour de doigt directement à domicile. Gestion des stocks aussi. Ouais, gestion des stocks. Vu qu'on est fabricant, on fabrique à la commande. On avait un souci pour... nos stocks de toutes les matières premières étaient gérés manuellement, étaient donc mal gérés. Et donc là, on a pu automatiser ça avec le RP également. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les 4 jours de code, c'est vrai que ça paraît, c'est assez vendeur. Mais il y a une chose importante à mettre en avant, c'est aussi que finalement, c'est pas tant le code et le développement qui est important, c'est tout le process qu'on va définir avant. Et le cahier des charges, il faut vraiment, c'est là où on y a passé énormément de temps, mais il faut vraiment quasiment le double du temps de code. Ouais, c'est ça. Et on s'est même rendu compte qu'il y avait des erreurs. Par exemple, le SAV, on ne créditait pas les stocks, donc on n'avait pas pensé à cette feature. En fait, après, tu te dis, merde, on n'a pas pensé à ça, il faut tout recoder, il faut retester chacune des features de ton... Parce que si tu fais des modifs, potentiellement, ça crée des erreurs ailleurs. Donc, en fait, le fait d'intégrer une nouvelle feature qui semble simple, le SAV ne recrédite pas les stocks, c'est pas si simple que ça, en fait. Ouais, bien sûr. Ça demande un process assez technique. Et on peut chiffrer finalement votre temps humain. Vous avez fait cette démarche un peu de chiffrer votre temps passé, le Airbnb, la semaine de Claude Code avec le plus cher, c'était l'Airbnb. Hein. Ouais. Je pense que ça donne une fourchette aux gens qui nous écoutent. Le plus cher, c'est l'Airbnb. En vrai, le Claude Code, c'était l'abonnement à 200 balles en mode max. Donc, on a augmenté un moment l'abonnement, je crois. Parce qu'on a fait chauffer un peu, on a fait chauffer un moment et du coup, on a peut-être mis 100 balles d'API en plus, peut-être même pas 50 balles. Okay. Histoire à un moment de pas être bloqué. Mais franchement, c'est pas ce qui coûtait bien cher. Ok. Et après, oui, par rapport au temps humain, c'est sûr que on peut compter forcément le temps humain, mais pour en revenir à ce que disait Arthur,
réel problème, c'est le process humain aussi. C'est qu'en fait, même là, dans le Shopify, tout le monde a mis la main dedans, ton frère, etc. Sans moi. process. Et en fait, on se rendait compte que les SKU, chacun avait sa vision. Il y en a qui mettaient pas de tiret, il y en avait un qui mettait un point, l'autre un tiret. Et en fait, du coup, d'un point de vue algorithmiquement parlant, il y avait plein d'erreurs. Et en fait, les erreurs, elles n'étaient pas liées à l'algorithmie, au process qu'Arthur avait défini. C'est juste qu'en fait, en intégrant manuellement, les erreurs, elles se retrouvent. Le RP disait, non, là, ça ne matche pas parce qu'en fait, manuellement, c'était mal renseigné. Je pense que ça, c'est L'ERP a fait aussi, il était carré en fait, du coup il a fait remonter toutes les problématiques qu'on avait, mais qui étaient des problématiques du coup plus humaines que... Et du coup ça a permis de mettre en place des process humains où là il n'y a plus tout le monde qui touche la création de nouveaux produits. Donc une fois qu'on a lancé cet ERP, on a tout de suite pu voir les résultats et avoir des bénéfices. On est passé donc de 1h30 de temps de gestion par commande à un peu plus de 10 minutes. On a aussi du coup réduit le risque d'erreur sur les commandes puisqu'on avait supprimé cette étape de copier-coller entre Shopify et notre fichier Excel. Et on avait aussi une information précise et un suivi sur chaque fabrication à l'atelier. Mais forcément, moins d'erreurs en production, mais il y avait toujours ce problème de SAV. Ouais, c'est ça. Il y a toujours ce problème de SAV. Le service client, ouais. Alors, le service client, je le gère encore aujourd'hui tout seul. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de points de contact. On a les WhatsApp, on a le formulaire, les mails, les SMS, etc. Et les chatbots aussi qui fonctionnent bien sur le site. Et le problème qu'on rencontre, c'est que tous ces canaux sont indépendants les uns des autres. Et parfois, on a des clients qui nous contactent le matin par email, sans réponse de notre part. Ils nous contactent ensuite avec la même demande par WhatsApp dans l'après-midi. Donc aujourd'hui, je suis tout seul, donc ça va, je me rends compte que le client nous contacte 2 fois, mais si on sous-traite ou si on est plusieurs à gérer, on peut perdre du temps à répondre plusieurs fois, et même de manière différente à un même client, à une même question. Okay. L'autre problème qu'on rencontrait aussi, c'est qu'on perdait beaucoup de temps à répondre à chaque fois aux mêmes questions, à des clients différents, mais aux mêmes questions de la même manière. Et après aussi, du coup, vu que le service client était saturé, on mettait de plus en plus de temps à répondre. Et aujourd'hui, en e-commerce, le client est de plus en plus exigeant et souhaite des réponses de plus en plus rapides. Donc, on avait également ce problème-là. Donc, ouais, ça, c'est un projet qui est en cours, du coup, de développement. Il n'est pas totalement fini. On va bientôt sortir. Donc, encore, parce que vu qu'il y a de l'IA, il faut que ça soit quand même, il y a quand même beaucoup de R&D, de tests à faire. Mais en gros, l'objectif, c'est on récupère l'historique d'email client, de FAQ. On centralise tout au sein de l'IA, quelles sont les top questions qui se posent, etc. On fait une grosse base de connaissances et on standardise du coup toutes les réponses. Et on se dit, on met en place un outil pour centraliser. L'outil qu'on a mis en place, c'est HelpScout. Alors, il y en a plein sur le marché. Comme on disait tout à l'heure, tu connais pas? Non, c'est ce qu'on se disait avant en préparant l'interview. Non, je connaissais pas du tout HelpScout. Je pensais que c'était un des leaders, mais peut-être pas. Mais tu vois, c'est un outil qui est pas très cher, contrairement à des Zendesk et compagnie. C'est un des outils qui a une intégration WhatsApp direct et un connecteur Shopify aussi facile. Donc en vrai, c'est pas très cher. Franchement, c'est pas mal. C'est pour des petits e-com comme nous, c'est bien. Et du coup, le process, il est assez simple. C'est on reçoit un message sur HelpScout, que ce soit un SMS, etc., ou Messenger. Tu essaies de récupérer la clé de jonction qui généralement est l'email ou le numéro de téléphone. Généralement, c'est l'email. Dès qu'on a l'email, on peut aller identifier directement s'il y a une commande qui est associée dans Shopify ou s'il n'y a pas de commande de Shopify. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de commande, l'IA arrive à analyser si c'est plus de type SAV avant-vente ou de type SAV après-vente. C'est-à-dire, est-ce que c'est une demande de devis? Est-ce que c'est quels sont les frais de livraison? Enfin bref, des questions basiques. Et du coup, s'il y a une commande qui est identifiée, derrière, on va directement récupérer toutes les informations dans Shopify, on les transmet à l'IA et derrière, on va créer un draft directement, donc un brouillon directement dans HelpScout qui va derrière permettre à Arthur de relire l'email et de cliquer, d'envoyer. S'il n'y a pas de commande, dans ce cas-là, soit la base de connaissances, elle a déjà la réponse et dans ce cas-là, on a juste à relire un peu, valider l'email et envoyer. Parce qu'on garde toujours quand même l'humain, du moins pour l'instant, sur cette phase SAV. Sinon, ça crée sinon, s'il n'y a pas de réponse, ce qui est possible des fois, c'est Arthur qui répond manuellement. Mais 80%, on estime à 80% des réponses qui pourraient être standardisées et répondre via l'IA. Ouais, ça fait déjà... c'est game changer déjà.
Ouais, parce que je passe, je passe environ 3 heures par jour à faire du service client. Et alors, on n'est pas encore sûr de ces chiffres, mais on estime pouvoir gagner 1 heure sur ce travail-là. Oh, ouais, bien, ça va partir. Et la dernière problématique qu'on a rencontrée, qui n'est pas liée à nos process en interne, mais plutôt au cours de l'or. Il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet, ouais, tu dois le savoir aussi. Mais le cours de l'or a énormément augmenté ces derniers temps, il est très volatile. À titre d'information, quand j'ai commencé en 2017 à l'atelier du diamant, le cours de l'or était entre 30 et 40 000 euros le kilo. Ouais. Et aujourd'hui, il est à 120 000 euros le kilo. Donc, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu sur nos marges parce que l'or est la matière première qu'on utilise pour fabriquer nos bijoux et ça représente environ 20 à 30% du coût de fabrication de notre bijou. Et donc, il y a un vrai enjeu sur nos marges puisque si on ne révise pas les prix, alors on va vendre des bijoux qui sont plus au cours de l'or et donc on risque de grignoter petit à petit sans même s'en rendre compte nos marges. Ouais. Et en fait, on s'en rendra compte seulement à la fin de l'année sur le bilan, quoi. Sachant que c'est trade parce que ça peut être, tu peux vendre soit à perte, soit tu vends beaucoup trop cher parce que le cours a baissé, tu es plus positionné par rapport à tes concurrents et donc là, exactement. Tu vends plus. Ouais. Et la problématique qu'on avait, c'est qu'on a environ 15 000 variants, enfin 15 000 produits avec les variants sur le site. Et donc, on a révisé une fois les prix. Je l'ai fait quand vraiment il y a eu la grosse hausse du cours de l'or. Mais c'était très long, fastidieux. Et voilà, c'est à faire une fois. Et donc, ça nous a poussé à réfléchir à ça puisqu'on a perdu environ 50 000 euros sur l'année 2025. Du coup, le process qu'on pense mettre en place, donc je pense que ça sera fait cet été. C'est dans le RP, on a la centralisation de tous les produits avec le taux de marge, le pourcentage de matières premières, etc., un seuil d'alerte. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, pour chacun des produits, de manière récurrente, on va aller récupérer le cours de l'or. Ce cours de l'or, on regarde si, quand on multiplie, est-ce que notre marge est atteinte ou pas. Et si, par rapport au prix de l'or qui était renseigné quand est-ce qu'on l'achetait, et si il n'est pas atteint, alors on remonte une notif du coup dans le RP, attention, tel produit, tu risques de perdre de l'argent, et du coup tu vas à la mano influencer ton prix de marge en fonction de KPI. Ok. Voilà, donc pour faire un rapide bilan, sur cette migration, ça a été positif pour nous. Ça a été positif sur le e-commerce, mais aussi sur les boutiques. On a pu voir petit à petit qu'il y avait en fait au final une vraie synergie entre ces deux canaux de distribution. Ça nous a permis aussi de revoir un peu notre stratégie, notre vision sur l'entreprise, puisqu'au départ, mes parents considéraient, et nous-mêmes également, considéraient le site comme étant une vitrine, un support digital pour les boutiques. Et au final, au fur et à mesure du temps, on prend maintenant vraiment au global les choses. Ça nous a d'ailleurs permis, les boutiques nous ont le site e-commerce, nous a permis d'augmenter les ventes sur les boutiques en général et sur une boutique précisément. Et ce qu'on voulait quand même préciser à la fin, c'est que notre but, c'est pas non plus d'implémenter l'intelligence artificielle à tout bout de champ dans l'entreprise et de remplacer tout le monde. Mais notre objectif, par contre, c'est d'utiliser cette méthode qu'on a mis en place, c'est-à-dire des process, de l'IA et de l'humain en contrôle, pour justement, finalement, conserver notre petite équipe, mais avoir une équipe beaucoup plus engagée et surtout beaucoup plus assistée par l'IA et en fait décupler les capacités et donc ça nous permettra de rester agile. Ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup le discours tiens, avec l'IA, je vais pouvoir diviser mes équipes par deux et je trouve toujours dommage de penser comme ça alors qu'au contraire, tu vas pouvoir aller peut-être chercher de la productivité. C'est sûr qu'il y a la productivité à aller chercher. Alors, avec Claude, je sais pas, sur du code, les mecs qui codent 10 fois plus vite en moyenne. C'est forcément un bénéfice et je pense qu'il faut l'utiliser de manière positive et pas du tout se séparer ou réduire les équipes parce que sans les humains juste l'IA ça peut, moi je trouve que ça peut pas aller plus loin, quoi. Ouais. Donc c'est un bon mindset. Super. Parfait. Donc vous êtes content de cette migration, je pense que c'est le mot de la conclusion. Et alors donc maintenant ton père est content. Mon père est content, mon père souhaite investir sur l'e-commerce. Toujours, on garde toujours quand même, c'est notre base, le physique. Donc on garde toujours cette base-là, mais on souhaite vraiment faire grandir les deux.
et finalement même modifier un peu les boutiques pour offrir une meilleure expérience qui soit plus cohérente avec l'expérience qu'on offre aujourd'hui en e-commerce. Super. Les gars, merci beaucoup d'avoir refait à nouveau cette conférence, puisque c'est la deuxième fois qu'on l'a fait aujourd'hui. La première, on peut pas dire qu'on l'avait vraiment faite. Donc là, on l'a fait, on était serein et c'était hyper intéressant. Dans quelques minutes, après une petite pause de 5 minutes, on va recevoir Lucie de chez Gaïa qui va parler elle aussi d'une migration, d'une autre migration. Je tease pas, on va laisser les gens découvrir. Merci encore à vous deux. Merci à toi.